Bonsoir Reda Settar, tu vas nous raconter une histoire de David contre Goliath, où Goliath n'est pas forcément celui que l'on croit. Exactement, tu vas voir, ça se passe un peu loin d'ici, mais ça nous concerne de très près. Ça commence en 2006, on est en Croatie, à Dubrovnik. Cette cité médiévale fortifiée, classée patrimoine mondial à l'UNESCO, perchée sur la mer Adriatique, un joyau touristique de la Croatie. C'est une pure beauté. Et Elitech décide en 2006, une entreprise néerlandaise, qui est basée aux Pays-Bas pour des raisons qu'on imagine, que ce serait une bonne idée de construire un golf sur les hauteurs de la ville. Un plateau verdoyant qui domine la baie. Cet endroit-là, ça s'appelle la Srđ, avec l'accent croate. Pour ce faire, elle crée une filiale locale, Razjov Golf, qui sera responsable de développer le projet. La Srđ, donc, espace naturel, classé Natura 2000, est à ce titre protégé. Il est opportunément déclassé. Le complexe pour golfeurs, assorti bien sûr d'un hôtel luxueux, prend ainsi ses aises. Pourquoi se priver? Les 100 hectares prévus à l'origine sont devenus 300. En plus du projet du début, ce seront près de 240 villas et des centaines d'appartements pour touristes qui sont prévus. Et de 2010 à 2013, les promoteurs travaillent sur des plans de développement et finissent par obtenir un permis de construire. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf que tout le monde n'est pas d'accord pour que l'on bétonne la colline de Srđ pour y construire des complexes touristiques et un golf, notamment les défenseurs de l'environnement. Vous allez entendre Enes Čelimagić, il est avocat et vice-président des Amis de la Terre Croatie. Depuis plusieurs années, avec son association, il s'oppose au projet. Il nous explique pourquoi. Ce projet qui nous est présenté comme un complexe de golf n'a en fait pas grand-chose à voir avec le golf. En réalité, c'est un énorme projet immobilier capable d'accueillir jusqu'à 20 000 personnes et qui va surplomber la ville médiévale classée de Dubrovnik, qui, elle, a une population de 40 000 habitants. En plus, ce projet va utiliser beaucoup de ressources en eau pour alimenter les habitations, mais aussi des pesticides pour entretenir le golf et les espaces verts. Et d'après les données que nous avons à ce jour, toutes les infrastructures nécessaires au projet seraient financées par l'argent public de la commune. C'est pourquoi, en plus des raisons écologiques, ce projet est inacceptable à nos yeux. Alors, Reda, il va falloir que tu m'expliques parce qu'il dit, je l'ai bien écouté, que c'est inacceptable sur le plan écologique. Pourtant, tu as dit tout à l'heure, je t'ai bien écouté, qu'ils avaient obtenu le permis de construire. Tu as parfaitement bien suivi. En fait, Elitech et sa filiale croate ont bien un permis pour le projet. Sauf que le permis a été délivré par un ministre intérimaire en période de crise gouvernementale. Un permis qu'il a délivré alors qu'il n'en avait pas la compétence, d'une part, et que les études environnementales n'avaient pas été soumises, d'autre part. Les opposants au projet ont donc attaqué devant les tribunaux croates les permis environnementaux et le permis de construire. En 2014, les juges annulent toutes les autorisations. Victoire pour les écologistes, mais aussi pour les 84% des habitants de la ville, consultés par référendum local et qui ont rejeté le projet immobilier. Mais les promoteurs ne lâchent rien. Ils lancent une campagne de lobbying au niveau national et malgré 3 décisions de justice qui déclarent le projet illégal, les opposants savent que la lutte va être encore très longue. D'abord, ce projet douteux a eu un énorme soutien politique et à tous les niveaux de la part de tous les principaux partis, tant localement qu'au niveau national. Ensuite, les médias mainstream soutiennent clairement l'investisseur. Ils essayent tout simplement d'empêcher tout débat public sur le projet et essaient de nous dépeindre négativement, nous qui militons pour la préservation de cet espace naturel. Et enfin, bien sûr, l'investisseur lui-même, qui pousse maintenant très agressivement pour nous museler. Il nous poursuit en justice, il menace de réclamer des dédommagements pour faire taire les activistes et pour faire fermer les associations qui font campagne. Nous allons continuer à nous battre contre ce projet et continuer à prouver qu'il y a des choses illégales, même si on l'a déjà prouvé. Nous avons déjà 3 décisions de justice contre ce projet qui sont outrageusement ignorées par l'administration croate. Le projet a avancé de façon très peu transparente jusqu'ici. En général, quand les choses se font de cette manière, il y a toujours des soupçons sur d'éventuelles pratiques de corruption. Et vu que des décisions de justice valides sont clairement ignorées, cela accentue la suspicion. Alors, le problème, c'est que des suspicions de corruption ne sont pas des faits. En revanche, un procès, c'est extrêmement concret. Alors oui, la filiale croate d'Elitech poursuit les Amis de la Terre pour plusieurs motifs, insultes, diffamation entre autres. Il leur réclame 30 000 € de dommages et intérêts et une sentence bâillon pour les empêcher de parler publiquement du projet. C'est une stratégie classique pour saturer les ressources financières des associations. Mais ce n'est pas que ça, puisque l'État lui-même, tu l'as entendu dans le sonore, passe outre les décisions de justice. Et en fait, ça s'explique parce que l'investisseur hollandais a sorti l'artillerie lourde. En 2016, un juge qui a annulé de nouveaux permis de construire obtenus en trichant sur les études environnementales,
a annulé donc ses permis et illico, l'investisseur, saisit le CIRDI, le CIRDI, un organisme qui accueille les tribunaux d'arbitrage privés. Il demande à l'État croate 500 millions d'euros de dédommagement au titre de bénéfices qu'il aurait réalisés s'il avait pu mener à bien son projet. Et l'État, évidemment, est tenté de plier. C'est que c'est beaucoup d'argent pour un petit pays comme la Croatie, tellement enclin à céder qu'il s'entête à ignorer donc les propres décisions de sa justice. C'est assez cocasse. Alors qu'est-ce que c'est que ce mécanisme qui inquiète suffisamment un État souverain, pour qu'il en arrive là ? C'est simple. Quand deux États signent un accord commercial bilatéral, ce dernier contient en général un chapitre consacré à la protection de l'investissement. Dans le cas qui nous intéresse, l'accord entre le Pays-Bas et la Croatie permet à une entreprise hollandaise de demander des réparations pour un préjudice qu'elle estime avoir subi à cause d'un changement de règlement en Croatie. Pour régler ce litige, l'investisseur saisit un tribunal arbitral privé dans le cadre d'une procédure dite ISDS, règlement des litiges entre États et investisseurs. Ça marche comment cette histoire, toi qui sais tout ? Enfin, j'essaye de t'expliquer et de vous expliquer. Chacune des parties choisit un juge, en général un avocat d'affaires international. Les deux juges s'accordent ensuite sur le nom d'un troisième juge, un peu comme dans le tribunal privé qui a arbitré l'affaire Tapie. Ça donne vachement envie. Hein. A priori, ça n'a pas de quoi terrifier l'État croate au point de céder par avance. On pourrait croire à une forme d'impartialité garantie par ce mode de nomination. Les décisions du CIRDI, donc le Centre international pour les règlements des différends relatifs aux investissements, qui est l'organisme principal d'arbitrage et qui est adossé à la Banque mondiale, en général, ces arbitrages sont plutôt équilibrés. Dans 40% des cas, les décisions sont prises en faveur de l'investisseur, qui repart souvent avec des dédommagements astronomiques. 30% des cas sont tranchés en faveur des États et les 30% restants sont plutôt des règlements à l'amiable qui coûtent souvent quand même très très cher aux États. C'est une procédure qui est donc souvent gagnant-gagnant pour l'investisseur qui s'estime lésé, ce qui explique pourquoi le simple fait de saisir un tribunal arbitral privé suffit à faire trembler une jeune démocratie, en l'occurrence comme la Croatie. Maintenant que ce décor est planté, et bien planté, je te propose d'accueillir avec nous notre invité de ce soir, Nicolas Roux. Vous êtes porte-parole commerce et investissement de l'association Les Amis de la Terre France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation. D'abord, en quoi est-ce que cette petite histoire croate nous concerne aussi, nous, Français ? Elle nous concerne déjà parce que la France a signé des dizaines d'accords d'investissement avec des pays à travers le monde entier, et aussi parce que la France fait partie de l'Union européenne, et l'Union européenne, pareil, négocie, a signé de nombreux accords de libre-échange qui contiennent ce genre de dispositions sur la protection d'investissement, comme le CETA avec le Canada, et comme d'autres qui sont en cours de négociation. Je disais que c'était toujours, les règlements étaient toujours perdants pour les États. Est-ce que j'exagère ou est-ce que ça se confirme ? Non, pas du tout, parce que c'est des procédures qui sont très chères. L'OCDE disait qu'en 2015, par exemple, en moyenne, c'était 7 à 8 millions de dollars par litige. Et même si l'État est gagnant, ce n'est pas garanti qu'il va récupérer toutes les dépenses qu'il a effectuées pour les coûts juridiques, pour les avocats, les procédures, etc. Donc même dans les accords à l'amiable, c'est pas toujours évident qu'ils y gagnent quelque chose. L'accord à l'amiable, en fait, l'État est perdant, de toute façon. On dit accord à l'amiable, mais en fait, l'État est perdant parce que accord à l'amiable, ça veut dire quoi ? Il est moins perdant que quand il perd vraiment, c'est ça ? Un peu, voilà. D'accord. Exactement. Parce que souvent, on l'a vu dans des cas, par exemple, comme un célèbre cas en Amérique du Nord où une compagnie américaine a attaqué le Canada, règlement à l'amiable, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le Canada a dû retirer une mesure qu'il avait mise en place pour la protection de la santé, et en plus, a dû payer une compensation à l'État. Donc c'est un règlement à l'amiable, mais l'État est quand même perdant. Donc en fait, si je vous écoute bien, c'est une sorte de justice parallèle qui est capable de faire plier un État souverain, pas seulement la Croatie, mais là en l'occurrence le Canada. Ah oui, exactement, il y a des dizaines et des dizaines d'exemples. Parlez-nous de l'Australie et de la santé publique par exemple. Ah oui, l'Australie c'est un cas assez emblématique parce que l'Australie a décidé de mettre en place des mesures pour la protection de la santé, et veut mettre en place le paquet neutre, le paquet de tabac neutre. Sauf que ça n'arrange pas Philip Morris, bien sûr, parce que ça va à l'encontre de ses profits. Donc Philip Morris décide, par un subterfuge très malicieux, d'introduire une compagnie, donc une compagnie subsidiaire à Hong Kong, parce que Hong Kong et l'Australie ont un accord d'investissement, et du fait de cet accord, attaque l'Australie devant un de ses tribunaux arbitrales. Parce que l'Australie aurait porté atteinte à ses attentes légitimes. Attente légitime, ça veut dire donc atteinte à ses profits potentiels. Donc ça veut dire que l'attente légitime, c'est le terme juridique, donc c'est pour ces bénéfices qu'on aurait pu obtenir si on était allé au bout de l'investissement. Qui fixe ces montants ?
Les montants. Les montants demandés dans le cadre d'arbitrage. Ce sont ces 3 arbitres dont vous avez parlé. D'ailleurs, ce ne seront pas des juges, ce sont vraiment des arbitres. Il faut être clair là-dessus. Comme vous disiez, ce sont la plupart du temps des avocats issus du milieu des affaires. Donc on n'a pas affaire à des juges à proprement dit. Mais ces montants, ils sont totalement aléatoires, on va dire. Dans certains cas, on a eu jusqu'à 50 milliards de dédommagements. Enfin, c'est très... Il n'y a pas vraiment de jurisprudence comme on pourrait l'avoir dans un vrai système juridictionnel, par exemple. Vous parliez tout à l'heure du CETA et du TAFTA. Ils comportent aussi des clauses qui contiennent ce type de système? Oui, bien sûr. Bon, le TAFTA est un peu suspendu actuellement, on va dire. Mais le CETA, oui, le CETA contient ce genre de clauses. Et le CETA est en application provisoire depuis le 21 septembre 2017. Donc c'est important de savoir. Donc ça peut arriver ici, Alors actuellement, non, parce que, sans être trop technique, en Union européenne, il y a des compétences qui sont exclusives à l'Union et des compétences qui sont mixtes entre l'Union européenne et les États. Et en l'occurrence, la protection des investissements, c'est une compétence mixte. C'est-à-dire que les États ont leur mot à dire, et c'est pour ça que le CETA doit être ratifié par le Parlement européen et aussi par les parlements nationaux. Donc pour l'instant, il a été ratifié par le Parlement européen, mais pas encore par le Parlement en France. Jusqu'ici, tout va à peu près bien. Non, parce que la grosse majeure partie de l'accord est déjà mise en place et il y a bien d'autres clauses qui sont néfastes pour notre société. Très bien.